est-ce que les Camerounais se posent la question de savoir pourquoi est-ce que Paul Biya n'arrive toujours pas à remplacer les ministres qui sont décédés? D'accord. Je termine là-dessus, avec une révélation absolument considérable, qui va nous permettre de mieux comprendre les sujets, sans doute que nous allons évoquer plus tard. Le président, en réalité, ne peut plus nommer de gouvernement. Comment ça? Pourquoi? Je vous le dis, et je le dis avec autorité, Paul Biya ne peut plus nommer de gouvernement au Cameroun. Il ne le pourra plus. C'est terminé. Vous vous basez sur quoi? Vous fondez sur quoi pour le dire? Je me base sur... Appuyez-vous sur les faits. Le dernier gouvernement qui a été nommé dans ce pays, c'est 2019. 2019, oui. Voilà. Il ne vous a pas échappé qu'entre-temps, de nombreux décrets ont été produits pour nommer des acteurs secondaires, périphériques. Mais dans les positions les plus élevées de l'État du Cameroun, je vous prends l'exemple notamment du pouvoir exécutif, Assemblée nationale, Sénat, etc. Vous voyez que c'est les mêmes qui sont systématiquement reconduits. Olivier Billet s'exprime avec force sur l'incapacité du président Paul Biya à gouverner et à diriger le destin du Cameroun. À presque 92 ans, après plus de 50 ans à côtoyer les sommets vertigineux de la diplomatie, il est évident que cela laisse de marques indélébiles. Pour donner une idée, le dernier remaniement ministériel de Paul Biya remonte au 4 janvier 2019, un moment qui semble appartenir à une autre époque, tant le temps s'écoule. Dans ce premier gouvernement de l'ère Dion Ngouté, très peu de nouveaux visages font leur apparition. Parmi eux se trouve Gabriel Ndododoké, ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, qui nous quitte tragiquement le 21 janvier 2023. Sur le plan symbolique et sur le plan, je dirais même métaphysique, oui, prof, absolument, il ne peut plus nommer. Il est entré dans une ère d'impuissance qui fait en sorte que précisément tout ce que nous vivons là soit vécu. Et je veux inviter, et je termine pour inviter. Que vous donneriez un argumentaire factuel. Non, je sais, vous savez la vie. Platon nous dit que le monde est à la fois sensible et intelligible. Ceux qui considèrent ce monde seulement comme étant sensible se mettent le doigt dans l'œil. En réalité, ce que nous vivons là, au Cameroun, vous avez évoqué, mon cher Boni Philippe, la problématique de la pollution morale qui gangrène l'élite politique camerounaise. Et cette pollution morale, elle atteint des niveaux absolument abyssaux. C'est absolument phénoménal de constater que une décision de justice au niveau des instances les plus élevées, des juridictions les plus élevées, de l'instance fêtière, il faut et que des individus, évidemment, qu'est-ce que tu veux que le procureur général de Berthois fasse? Qu'est-ce que tu veux que le procureur de Bad, etc., qu'il fasse? Il est en face d'une force de frappe politique qui est faite d'un conglomérat d'acteurs à base de ministres, de sénateurs, etc., et d'acteurs qui ont la puissance financière, qui sont en face de lui. Il ne peut pas faire grand-chose. Le leader du parti, les libérateurs, évoque ici un secteur qu'il maîtrise à la perfection. Lorsqu'il s'agit des mines, la région de l'Est se positionne sans contexte en tête de peloton. Le sous-sol camerounais fascine les compagnies minières, surtout dans un contexte où l'exploitation minière est devenue un pilier essentiel du développement national. La région de l'Est, véritable trésor de minerais, voit ses activités minières exploser, tandis que les conséquences de ces opérations suscitent des débats enflammés entre entreprises, autorités et communautés locales. Les enjeux du développement local se retrouvent donc au cœur d'une gouvernance entachée par la corruption, le manque de transparence et des abus d'autorité. Ensemble, plongeons dans ce reportage de Vision 4 pour éclaircir notre problématique. La gestion des affaires minières au Cameroun s'enlise dans un scandaleux imbroglio, révélant des complicités douteuses et une réglementation bafouée. Le 19 décembre 2023, le ministre des Mines par intérim, Foucalistou Tchentré, promulgue une interdiction formelle des activités minières artisanales au-delà de 30 mètres de profondeur, censée protéger les ressources et les travailleurs. Pourtant, cette décision se heurte à une réalité troublante. De nombreuses entreprises, souvent dirigées par des expatriés, continuent néanmoins d'exploiter ces ressources de manière illégale et violant la réglementation. L'article 2 de cette décision précise que les opérateurs dépassant la profondeur autorisée doivent suspendre leurs activités, évacuer les équipements et restaurer les sites.
Mais la réalité est tout autre. À Batouri, la société James Avenir dénonce des intrusions illégales par des sociétés qui, avec le soutien complice de certaines autorités, se livrent à un véritable pillage des ressources aurifères. Le plus choquant dans cette affaire, la contradiction flagrante entre les décisions ministérielles et les pratiques sur le terrain. Comment un ministre des Mines, fût-il par intérim, peut-il, dans une lettre de février 2024, accorder une autorisation d'exploitation à une société tout en maintenant une interdiction générale? Ce double discours n'est pas seulement troublant, il est révélateur d'un système corrompu où les règles sont adaptées aux intérêts des plus puissants. La société James Avenir, malgré les décisions de justice claires ordonnant l'arrêt des activités sur son site, se retrouve face à un mur d'impunité. Les sociétés concernées continuent leurs opérations, défiant non seulement la loi, mais aussi la légitimité des instances judiciaires. Pour être plus clair, depuis plusieurs mois, la société James Avenir, qui détient un précieux permis de recherche pour l'or et substances connexes obtenues en mai 2020, s'insurge contre l'invasion flagrante de son site par diverses entreprises, principalement dirigées par des Chinois et quelques nationaux. Ces intrus agissent sans aucune autorisation ni mandat, comme s'ils étaient au-dessus des lois. Selon James Avenir, ces sociétés se livrent à un véritable pillage organisé et scandaleux, exploitant les ressources minières, surtout aurifères, à travers des méthodes artisanales semi-mécanisées, le tout avec des complicités administratives bien établies. L'affaire a même été portée devant les autorités judiciaires, mais malgré cela, l'exploitation illégale se poursuit impunément. C'est suffisamment grave. Déjà, c'est les nationaux, c'est un national. Je ne comprends pas. Je ne sais pas si on est véritablement dans un pays sérieux. Excusez-moi que je prenne cette position. Mais c'est vous qui êtes de la société républicaine. Cela ne nous empêche pas de mettre le doigt là où il faut le mettre quand ce n'est pas bien fait. Si légalement et légitimement un national a ses autorisations, je tombe des nues. Je tombe des nues. Il n'y a que ça à faire et il y a tout lieu. Nous saisissons l'occasion de votre plateau qu'on restitue au national ce qui lui revient de droit, si tant est qu'il a tous les documents, toutes les autorisations. Et je crois même qu'il y a un pouvoir, un droit de préemption par rapport à celui qui fait l'exploration. C'est-à-dire que si vous explorez et que vous découvrez, vous êtes en principe privilégié par les textes. Les textes, je crois qu'il y a une partie de cette disposition dans les textes qui autorise cela, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui sollicite... On a envie de dire que vous êtes d'office privilégié. Vous êtes d'office privilégié. C'est-à-dire si vous avez fait la recherche... Si vous avez fait la recherche et vous êtes arrivé à une conclusion, si vous sollicitez l'exploitation, en principe, vous devriez être privilégié. C'est l'esprit du texte. Et davantage... qui ne cherche pas l'exploitation. Et davantage, il y en a qui font la recherche pour la recherche, pour la science. Pour la science, ou alors la recherche... Mais c'est une entreprise commerciale. Ou bien font la recherche pour... Ce n'est pas une scientifique. Oui, absolument, bien sûr. On peut commettre des gens à faire la recherche, à trouver et à donner à quelqu'un d'autre. C'est dans ce tourbillon de désordre qu'un fou, Calestus Gentry, ministre par intérim des mines, de l'industrie et du développement technologique, prend une décision surprenante. Le 23 septembre 2024, la suspension pure et simple de toutes les activités minières sur le site en attente de renouvellement du permis de recherche connu sous le nom de Batouri. Cette situation fait éclater au grand jour un conflit inévitable, révélateur des rapports sociaux et politiques complexes qui imprègnent la politique minière actuelle au Cameroun. Entre controverses et chantage, ce tableau dépeint un univers où les investisseurs nationaux sont littéralement laissés sur le carreau concernant les modalités d'exploitation des ressources minières. C'est un monde où la récente politique de valorisation des ressources met en lumière la sinistre complicité entre le gouvernement camerounais et les entreprises locales. Écoutons les éclaircissements du professeur Jean Baïbek. Le problème, en plus, on est pris d'abord le droit. Une fois on a appliqué le droit, on rentre sur l'arbre, d'abord les étrangers partent. C'est une affaire camerounaise. On dit à James que, bon, toi aussi tu es trop donc. Donne-nous un peu. Moi, je suis bel firgi.
D'accord? Il a trouvé, chez nous, c'est comme l'éléphant. En Pays-Bas, chez ma mère, quand l'éléphant était mort en route, celui qui tuait de mange passeur. Tout le village est dans l'éléphant. Okay? Il a trouvé l'éléphant, qu'il accepte de le partager, mais c'est après que... Mais sauf que le permis... Non, en demandant... Le permis d'exploitation ne lui est même pas accordé. Encore, non, nous avons trouvé il n'a même pas commencé à exploiter. Qu'est-ce qui bloque? Ce que moi j'ai vu là, si c'est vrai qu'on est arrivé à la Cour suprême, il a gagné. D'accord? Vraiment, c'est à lui qui doit revenir le premier permis. Et maintenant, les autres disent, les étrangers partent. Les autres disent que bon, moi, tu as 67 km². C'est quand même beaucoup. Donc, un peu. Mais encore que c'est l'État qui attribue, qui non, distribue. lui même pas accepté de donner. D'accord? Parce que moi, je lui conseille de donner parce qu'il y a beaucoup de problèmes à régler. Il y a des problèmes sociaux. Ce peuple qu'on détruit, soit leur village, soit leur plantation, soit leur forêt. Il faut les retrouver. D'accord? Il faut d'abord les recaser et les indemniser, régler les problèmes des impacts environnementaux dans une région qui a souffert énormément de l'impact environnemental de l'affaire de l'homme Paca. Mais au lieu de quoi, des sociétés sont déjà installées sur le site. Donc il ne faut pas parler que des sociétés d'argent. Le peuple est là. Qu'est-ce qu'on fait? Ils se sont Absolument. On les laisse comme ça. On peut les chasser. D'accord. L'ombre menaçante de la malédiction des ressources naturelles rôde sur le destin du Cameroun. Ce terme, qui fait sensation dans les médias, évoque le fameux paradoxe de l'abondance. Cette idée aussi étonnante qu'inquiétante selon laquelle la richesse en matières premières naturelles serait en réalité un véritable poison, engendrant pauvreté et tumulte sans fin. Bien que cette malédiction puisse revêtir diverses facettes, comme la malédiction des transferts migratoires, c'est dans les ressources minières qu'elle trouve sa forme emblématique. Les rentes, quant à elles, se dressent comme le principal vecteur de connexion entre l'extraction des ressources naturelles, les acteurs extérieurs en jeu, les États et la société d'exploitation, au point de devenir la pierre angulaire de cette sombre malédiction. Plongeons une fois de plus dans l'analyse éclairante de Jean Baïbek. Avec ce maître Angoumi, qui se met avec lui, qu'il requiert l'ordre d'application par un procureur de douane. Et qu'il amène la gendarmerie chasser, c'est tout. Entre-temps, il nous donne la liste des noms des ministres tapés dans l'ombre, qui protègent ou qui semblent protéger l'illégalité. Pas le problème ici. Fondamentalement, on ne peut pas accepter qu'en République, on ne respecte pas la Cour suprême. Ce n'est plus la République. Mais c'est même très grave. C'est la force de la loi. Si nous supprimons la force de la loi, c'est fini. Nous insérons... C'est l'anarchie. L'anarchie. La jungle. C'est la jungle. Maintenant, sur le plan du fond, si les autres partis estiment que 67 km², c'est quand même beaucoup pour une seule entreprise, ils veulent la part, on règle ça. On pourrait voir ça. On reste ensemble avec celui qui a exploré. On trouve les moyens d'indemnisation parce que c'est quand même que lui, il a une grande surface. 67 km, c'est-à-dire que d'ici en Bangkok, tu contournes jusqu'à Okola. Après, tu tournes en Balméo, c'est lui. Peut-être que tout l'or est dedans. C'est ça qui attire les appétits des autres. L'or, ce métal scintillant, exerce une attraction irrésistible sur les convoitises les plus folles. Comment, comme un aimant puissant, il attire les appétits voraces de ceux qui rêvent de s'enrichir à tout prix. Dans cette frénésie, l'État du Cameroun se positionne comme le principal architecte de cette bataille impitoyable pour l'exploitation des mines sur son sol. Les institutions censées garantir l'équité et la justice semblent souvent se transformer en véritable arène où se livrent des combats sans merci. L'économiste Dieudonné Issomba ne cache pas ici son indignation face à cette situation qu'il le qualifie de voyoutisme. Il dépeint un tableau où des individus en haut de la pyramide institutionnelle agissent comme des chefs de bande, méprisant les règles établies et foulant aux pieds les principes de bonne gouvernance. Dans ce contexte chaotique, les décisions sont prises dans l'ombre, très loin des regards vigilants du peuple, laissant place à une exploitation sauvage des ressources qui devraient pourtant bénéficier à tous.
Une quête effrénée d'or qui devient le reflet d'une tragédie nationale où l'avidité et la corruption semblent avoir pris le pas sur l'intérêt général. On nous a reproché d'avoir qualifié le Cameroun d'État voyou. C'est pas l'État qui est voyou. Quand on dit État voyou, c'est ceux qui sont censés représenter l'État. Incarner l'État. Et ça, nous avons ici un cas de voyoutisme. Vous voyez quelqu'un qui a fait l'exploration, c'est-à-dire il a fait un pari. Il pouvait ne rien trouver. Très risqué. Un pari risqué. Oui. Oui, il pouvait ne rien trouver. Maintenant, quand il se trouve que, par chance, il est tombé sur les filons, on l'exclut, alors que lui, il est prêt à valoriser sa trouvaille. On l'exclut de manière totalement irrégulière et on se retrouve avec de nouveaux sénateurs. C'est ça qu'on appelle le voyoutisme. Et malheureusement, les gens qui font ça n'ont pas conscience de la tragédie qu'ils font courir au Cameroun. Lorsqu'on voit que le Cameroun aujourd'hui est devenu très peu attractif par rapport aux investissements directs étrangers. Très peu attractif. C'est un impact très négatif. C'est le comportement, c'est ça le comportement. Vous introduisez une insécurité dans les affaires. C'est-à-dire quelqu'un aujourd'hui qui voudrait faire l'exploration, du fait de cette insécurité, il ne peut pas venir prendre ces risques. Et maintenant, les Camerounais, un grand nombre de Camerounais préfèrent aujourd'hui aller investir ailleurs. Le consultant pour le programme des clubs de l'issue Vision 4 se trouve donc face à un mystère insondable. Comment peut-on investir des ressources considérables dans un projet prometteur pour ensuite se voir dépouillé au moment de la concrétisation de son travail? Dans cette jungle qu'est l'exploitation minière au Cameroun, les Chinois sont souvent désignés comme les principaux protagonistes de ce drame. Ils sont pointés du doigt. Mais cette accusation ne serait pas complète sans mentionner la complicité de certains agents véreux au sein même de l'État camerounais. Ces individus, véritables traîtres en costume cravate, semblent prêts à vendre leur âme pour quelques pièces d'or. Cette alliance entre intérêts étrangers et agents corrompus crée un tableau ahurissant où les richesses du Cameroun sont pillées sans vergogne. Les investisseurs locaux qui rêvaient de bâtir un avenir radieux pour leur pays se retrouvent ainsi piégés dans un système où la loyauté et l'intégrité sont des notions obsolètes. Le professeur Jean Baïbek est tout bonnement stupéfait. Sa réaction est celle d'un homme qui vient de découvrir que le monde qu'il le croyait connaître s'effondre autour de lui. Comment? Mais alors, comment ces entreprises peuvent-elles prospérer dans une telle illégalité? Est-ce que la justice a perdu son pouvoir face à cette marée montante d'injustice? La stupéfaction du prof n'est pas simplement un sentiment passager. C'est une véritable claque qui le pousse à s'interroger sur les rouages d'un système où l'impunité règne en maître. Quelqu'un a investi au moment où il doit en quelque sorte concrétiser son travail, vous le lui arrachez. Peut-être compter sur un retour sur investissement aussi, parce qu'on investit. Ça va de soi. L'exploitation signifie pour aller remettre ça pour trouver et certainement notamment quand on parle par exemple des Chinois, parce que c'est souvent eux qui sont là. Ben, ils sont justement dans le dossier. Et ils ont des mécanismes. Oui, justement, il y a des entreprises chinoises. Ils ont des mécanismes d'exploitation qui sont peu normalisés, dans lesquels on retrouve et la mafia, et l'informel, et le clandestin. Et donc, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut bâtir un pays comme ça? C'est-à-dire, vous avez un Camerounais qui a accepté de respecter les règles et les risques
d'un secteur aussi complexe que les mines. Parce que c'est généralement des secteurs qui sont entre les mains des étrangers. Lorsqu'il y a un national, il faut le protéger, il faut l'encadrer. Hein? Mais qu'est-ce qu'on fait? On le déstabilise, on l'affaiblit. Quel est le message? Comme tu as dit tout à l'heure, c'est revêtu de l'autorité de la chose, jugée donc exécutoire. Donc, vraiment, je pense que le gouvernement doit se mais que ces gouvernements... Éveillé par des événements d'une gravité choquante, l'enrichissement fulgurant de quelques élites frêles, complices d'acteurs extérieurs aux intentions douteuses dans un océan de misère. Cette expression ne peut être considérée comme anodine. Elle est chargée de significations anciennes et profondément ancré sur le Cameroun imbriqué dans des idéologies qui se mêlent aux luttes de pouvoir actuelles. Dans ce tableau désolant, le gouvernement apparaît comme le principal architecte de l'obstruction aux décisions de justice qui tire les ficelles pour étouffer toute volonté d'équité. Le procureur de Berthois doit exécuter. Le procureur de Berthois doit donner à Maître Angoni. Le procureur de Batouri, de la zone compétente. Non, il faut que ce soit même le procureur régional. Attendez. Tu dois signer un papier à Angoni. Angoni prend le commandant de légion. C'est ce que je sais. Avec les escortes de gendarmes. On sort ces gens-là, on les arrête les hommes. On les met en tôle d'abord. C'est tout. Après qu'Angoni les a soumis, on les met en tôle. Et on donne l'ordre, venez enlever vos machines. Aussi clair. Bon, quand le procureur de Berthois, est-ce que c'est Meka? Non, laissez la parole à Dieudonné Somba. Non, Olivier, c'est grave ça, hein? C'est pas une histoire. Il faut arrêter les gars. Oui, Dieudonné Somba. Le procureur de Berthois doit les arrêter cette semaine, sauf si ce que vous dites n'est pas vrai. D'abord, mais le procureur de Berthois doit faire arrêter ces gens avec le collégion. Parce qu'il faut que, ici, dedans, pourquoi la République marche, Olivier, la justice non violente signifie qu'on dénonce ici les gens et les noms. On cite les gens qui doivent faire. C'est qui est la République? On doit préciser. La République c'est lui qui a la parole. Dans ce contexte particulier où se joue une véritable bataille pour le contrôle des mines, cette précieuse ressource naturelle qui scintille comme un trésor au fond des entrailles de la terre, certains avancent l'idée que la justice n'a pas à se mêler des affaires de l'administration. C'est comme si dans cette guerre acharnée, les principes d'équité et de responsabilité étaient relégués au second plan, écrasés sous le poids des intérêts personnels et des ambitions démesurées. Ici, la notion même de justice semble être mise en berne comme un drapeau déchiré flottant au gré des vents, corrompu. Les espoirs d'un avenir équitable s'amenuisent, tandis que la promesse d'une richesse partagée s'évanouit dans les brumes d'une administration qui préfère fermer les yeux sur ses propres dérives. Non, c'est-à-dire, je crois... Non, parce qu'on m'avait élaboré ça. On m'a dit ceci. La responsabilité de l'État est d'élaborer les règles et de mettre les hommes de droit pour juger. Une fois les décisions sorties, il faut que les citoyens se battent. Absolument, oui. Dieu donné ça. Non, j'ai dit... mon problème, c'est l'instabilité, l'insécurité juridique que ces gens-là créent. D'où vient-il qu'ils viennent sortir, ils viennent faire le recours pédalage? À partir du moment où il y a une décision de justice, il n'y a rien à redire là-dessus. De que lui, il a intervenu pour dire au procureur ce que je dis là. Le problème aujourd'hui, c'est que... C'est bien pour-il. Non, de toute façon, le gouvernement a joué un rôle. Non, l'individu du gouvernement. Malsain. Non, j'ai dit le gouvernement. Malsain, l'individu. Un jeu malsain. Parce que déjà, il y a une violation du droit de l'entreprise James. L'entreprise James a fait le pari de faire l'exploration. Elle a pu trouver quelque chose. Elle avait un droit de préemption sur l'exploitation. Mais maintenant, elle se retrouve avec d'autres opérateurs qui ont des papiers, puisque les autres opérateurs ne sont pas venus de force.
C'est pour ça que c'est le gouvernement qui est à la base de ça. Et qui font une exploitation illégale, anarchique, parce que l'exploitation artisanale... S'il y avait des papiers, je vous en prie, professeur, l'exploitation artisanale est limite à 10 mètres. De profondeur. Mais ils sont à plus de 30 mètres, à plus de 60 mètres. Là, c'est un problème en aval. Le problème est que, est-ce que James a d'abord été respecté dans ses droits? D'abord ça. Puisqu'il n'a pas reçu Puisqu'il n'a pas reçu. Donc, c'est ça d'abord, c'est ça la base. Parce que le reste, là, c'est des problèmes en aval. Le problème en amont, c'est que pourquoi on lui a refusé le permis d'exploitation. C'est ça, d'abord, c'est la base. D'accord. Bon, à côté de ça, il y a évidemment le désordre même dans l'exploitation. Comme vous évoquez les problèmes de profondeur et autres, c'est le désordre. Mais ce désordre-là est d'abord, en quelque sorte, en aval du problème de base, qui est que pourquoi l'entreprise qui a fait l'exploration s'est vue délestée du droit d'exploitation. Mais sur ce point crucial, le professeur Jean Baebek se dresse fermement en désaccord. Cet homme politique de l'UPC, véritable alchimiste des idées, a une stratégie qui fonctionne à merveille, presque comme si elle avait été conçue par les dieux eux-mêmes. Le prof Jean Baebek ne se contente pas de faire des promesses creuses. Il a expérimenté son approche, forgeant ainsi avec détermination une voix qui brille d'un éclat presque surnaturel. Dans un monde où tant de voix se perdent dans le brouhaha ambiant, la sienne émerge comme un cri de ralliement pour ceux-là qui aspirent à un changement significatif. Lorsque un compatriote est en justice contre l'État ou un démembrement de l'État et que la justice lui donne gain de cause et que la décision est acquise, l'autorité de la chose jugée, c'est-à-dire on ne peut plus, toutes les voies de recours ont été épuisées, ça ne se passe pas comme pour les particuliers. La justice n'a plus le pouvoir sur l'administration. En droit, on parle du pouvoir d'injonction. C'est-à-dire, la justice n'a pas le pouvoir de donner l'ordre à l'administration. Ça, c'est le système camerounais. Sous d'autres cieux, ce n'est pas le cas. Prenons le cas aux États-Unis, dans le système anglo-saxon, que ce soit même en France, lorsqu'un particulier a raison contre l'État, l'administration s'exécute. Et là, je suis d'accord avec M. Soba qui parle du voyeutisme de l'État. Cette histoire, dans l'inexécution des décisions de justice par certains membres du gouvernement, qu'on remonte à l'époque lorsque l'ancien ministre de la Culture, Amadou Toutoumona, oui, voilà, qui a carrément refusé, parce qu'elle sait le dossier Sokam. Exactement, merci pour le rappel, qui a carrément refusé d'exécuter. Elle sait que la justice n'a pas le pouvoir d'ingestion. Cependant, le patron du régime quarantenaire... Il y a un ministre qui refuse en ce moment d'exécuter une décision de la Cour suprême. Plusieurs ministres. Ou les combis des sports avec une décision concernant l'Afrique. Voilà, parce que la justice n'a pas le pouvoir d'ingestion. Si c'était un individu lambda, un citoyen, le professeur, comme il disait, vous faites recours au moyen d'exécution de la décision. C'est simple, l'État vous accompagne avec les forces de l'ordre. La littérature consacrée à l'exploitation minière au Cameroun regorge de documents d'une importance capitale, véritable joyau de la planification stratégique. Parmi eux, le document de stratégie pour la croissance et l'emploi de SCE et la vision 2035. Le premier, centré sur la décennie 2010-2020, a cédé sa place depuis le 1er janvier 2021 à la stratégie nationale de développement, la SND, qui reprend les ambitions audacieuses du secteur minier. Ces écrits ne sont pas seulement des feuilles de papier, ils sont les révélations de l'idéologie gouvernementale en matière de développement minier. Le ministère des Mines se voit attribuer un rôle prépondérant, prêt à diriger une symphonie d'exploitation industrielle des gisements miniers avérés. L'objectif est simple, faire du Cameroun l'un des géants miniers d'Afrique en transformant ses ressources en or et en richesse pour le développement socio-économique du pays. Cependant, une question brûlante demeure.
Comment peut-on espérer ériger ce temple de prospérité lorsque tant de richesses s'échappent vers des rivages étrangers? La lutte pour conserver cette précieuse manne devient ici alors un grand défi, une quête héroïque pour préserver l'avenir du pays face aux sirènes de l'exploitation extérieure. L'État n'a pas, la justice n'a pas les moyens d'agir sur les hommes d'État quand il refuse d'appliquer. Je parle du pouvoir d'ingestion de la justice sur l'administration. Juridique. Mais attention, moi je te donne ce que j'ai fait. C'est-à-dire que je pars au tribunal, je gagne, on arrive à ce point-là où on a autorisé la chose dans le juger, et mon avocat a trouvé une formule qui permet maintenant d'attaquer l'individu tout type personnel. J'en ai attaqué 3. Et l'affaire est pendante ici à coup d'appel. Vous allez avec les c'est les individus. C'est-à-dire que si tu es préfet, tu prends une décision contre moi, on arrive à l'autorité que tu ne dois pas faire. Si tu n'appliques pas, j'attaque le préfet Bilé. L'homme Bilé, ce n'est plus le préfet. D'accord? L'État, non, ça dans le droit camerounais. Moi, je ne suis pas juriste. Hein. Oui, parce que j'en ai profité. C'est une parenthèse, professeur. D'accord? Permettez qu'on passe. C'est comme ça que j'ai le procès contre l'homme fameux Ndongo. Et les deux, j'ai le procès l'homme fameux Ndongo. L'homme Alamine Ousmane Mey. Ils sont au tribunal avec moi. Ce n'est plus les ministres. C'est les hommes. Est-ce que tu comprends? Donc je voulais clarifier ça. Moi je sais ça par l'expérience, pas par le droit. Okay. Donc James peut attaquer celui qui refuse d'appliquer. La spoliation des trésors enfouis sous le sol camerounais constitue un véritable affront à son propre développement, une stratégie nationale qui soulève l'indignation. Les éclaircissements du professeur Olivier Bilé offrent ici un panorama saisissant de cette problématique et révèlent les ressorts politiques complexes de l'extractivisme minier. Avec une acuité sans pareille, il met en lumière les dynamiques obscures qui transforment les richesses du pays en une manne pour d'autres, laissant le Cameroun dans l'ombre de son propre potentiel. Ce phénomène n'est pas qu'une simple question économique, c'est un cri de ralliement pour tous ceux-là qui aspirent à un avenir où les ressources naturelles servent d'abord le bien-être du peuple camerounais. On l'écoute. Je voudrais d'abord, pour la gouverne de nos concitoyens, dire une chose, mes chers amis. J'ai un de mes bons amis qui m'a fait un compte rendu d'un rapport qui a été réalisé par une ONG sur des statistiques concernant la sortie des minerais de notre pays. Je vous garantis que vous allez avoir les larmes aux yeux. Cette ONG s'est employée à faire une sorte d'étude comparative pour voir en réalité de quoi bénéficiait le Cameroun véritablement dans sa production de mines. Et les conclusions de cette étude établissent que c'est un rapport de 1 à quasiment 10 000. C'est-à-dire que dans les statistiques officielles, c'est-à-dire que ce que nous savons ici au pays, de ce que nous produisons en tant qu'or, en tant que diamant, en tant que mercure, qui sort du pays, on va vous dire que c'est peut-être $1. Je prends une image. Hein. Mais le travail qu'ils ont fait, de fin limier, qui les a amenés donc dans un certain nombre de pays, dans les aéroports, en termes d'arrivée dans un certain nombre de pays, Allemagne, États-Unis d'Amérique, les grands pays exploitateurs, transformateurs de mines, de minerais, eh bien, les ont amenés à constater que là où un est déclaré au Cameroun, c'est plutôt en réalité 10 000. Nous assistons à une époque où la demande mondiale en ressources extractives se lève tel un tsunami, entraînant avec elle une exploitation frénétique, tandis que le Cameroun traverse une tempête de crise économique et politique d'une intensité rare. La thèse de la malédiction s'impose alors comme un cri de désespoir, dénonçant avec force le gouffre abyssal entre un Cameroun riche de ses trésors naturels et la pauvreté écrasante
écrasante qui pèse sur sa population. C'est un paradoxe choquant. Alors que le sol camerounais regorge de richesses inestimables, les habitants se débattent dans les affres de la misère. Ce contraste saisissant résonne comme un appel à l'éveil des consciences et à la quête d'une justice sociale. Là où on a déclaré dans nos statistiques officielles de notre Institut national de la statistique du Cameroun, 1 gramme d'or est sorti du Cameroun, c'est qu'en réalité c'est 10 000 parce qu'ils sont allés dans les différents lieux extérieurs pour évaluer origine Cameroun. Vous savez que dans ces questions-là, la traçabilité... On appelle ça statistique miroir. On va trouver un type qui va nous sortir de là. Jean, nous sommes là. Nous sommes là. Toi et moi, nous sommes là. Et je te promets, ne tends plus les oreilles aux petits margoulins qui racontent n'importe quoi dehors et qui sont prêts à reproduire exactement les mêmes bêtises de gouvernance que vous avez mentionnées. Vous avez vu le niveau d'indignation qui a traversé ce tableau. J'ai voulu intensifier cette indignation-là. C'est des crimes. Pour que vous compreniez qu'en réalité, ce qui se passe au niveau de l'affaire James, là, c'est d'accord, oui, c'est un problème de nature judiciaire au Cameroun, etc. Mais le fond du problème, il demeure. Quand bien même on donnerait raison à James, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Imaginez 1 gramme contre 10 000. Qu'est-ce que nous ne ferions pas de tels volumes considérables de diamants, d'or, de pétrole, de mercure, etc. Du point de vue de l'enrichissement de l'État. Je voudrais, je n'ai pas fini, ça c'était qu'un début. Une critique omniprésente se dessine autour de l'investissement à l'étranger, d'une part importante des rentes tirées des ressources minières du Cameroun. Les élites camerounaises auraient amassé des centaines de milliards de dollars dans les coffres des centres financiers mondiaux. Ce n'est que la pointe de l'iceberg d'évasion financière dont le reflet éclatant se dévoile à travers le patrimoine immobilier somptueux de certains dans des pays européens. Ces propriétés luxueuses sont autant de symboles d'une richesse détournée, tandis que le peuple camerounais reste en proie aux défis quotidiens. Vous venez à l'Est, mon cher Boni-Philippe, allez à Garoua-Boulaye, allez à Bétaria. J'en reviens, allez à... Voilà. Vous allez, c'est les larmes aux yeux, prof. Tu en reviens certainement avec les larmes aux yeux. Pourquoi? Pour au moins 2 raisons. Sur le plan écologique, c'est la destruction absolument incommensurable de l'environnement. Avec des gouffres. C'est pas l'écosystème. Je dis, c'est l'écosystème général. C'est-à-dire que c'est les gouffres que ces gens-là ont réalisés avec leurs amis chinois, etc. C'est juste incroyable. Deuxièmement, c'est la destruction maintenant de l'écosystème social. Parce que toutes ces personnes qui sont souvent impliquées, vous avez vu, c'est des malheureux qui sont employés à creuser des trous, etc. Ils sont payés avec la monnaie de singe. C'est des gens qui, depuis des lustres, ne sortent pas de la pauvreté, de la misère et semblent s'enraciner davantage dans ça. On a l'impression d'être dans ce qu'on appelait la malédiction des matières premières. C'est une réalité qui est absolument effroyable. Les populations de l'Est, notamment dans ces zones d'exploitation des mines, sont des populations qui, où vous allez voir un petit frémissement à un moment donné, mais après, c'est des gens qui, je vous assure, meurent dans des conditions misérables. Ce n'est pas possible. Le pouvoir s'érige tel un château de cartes, soutenu par la redistribution clientéliste de la rente étatique, tandis que la prédation et la corruption, véritables piliers de ce système, s'enracinent dans une histoire marquée par l'absence de contre-pouvoirs efficaces. Cette redistribution, bien loin d'être équitable, repose sur des fondations personnelles profondément inégalitaires et hiérarchisées. Ainsi, les luttes entre factions ne se limitent pas à la conquête du pouvoir. Elles sont aussi une bataille acharnée pour les richesses et les opportunités d'accumulation que ce pouvoir confère. Ces trésors sont le fruit d'une centralisation brutale, voire d'une confiscation des moyens de production et d'échange, transformant le paysage économique en un véritable champ de bataille. J'ai envie de vous dire que pour ma part, Jean Baïbek, il est question pour nous d'appeler l'attention de nos concitoyens sur ce problème-là. Parce que le Cameroun est un pays immensément riche, qui n'a pas besoin de... on n'a pas besoin de 5 ans pour mettre en œuvre un processus de croissance rapide. D'accélération rapide. C'est ce que vous feriez si vous étiez... Mais pas ce que je ferais. Ce que je ferais au futur,
lorsque je me trouverai en situation. Et à la faveur de cette dynamique, parce que quand je vous parle de l'ATP, c'est parce que je pense qu'ensemble, je ne pense pas une logique de... Je ne tiens pas un discours messianique où je dis que oui, c'est moi, non. Je pense que c'est une dynamique collégiale d'enfants du Cameroun qui doivent être totalement énervés par ce qui se passe. Sainte colère, s'il vous plaît. Il ne faut pas produire un énervement improductif. Parce que nous savons comment ça se passe chez nous souvent. Les gens sont juste dans la dénonciation et les lamentations stériles. Moi, je dis simplement, Camerounais, organisons-nous correctement. Parce que ce qui pose problème, c'est ce que Jean Baïbek évoque ici. C'est un système de gouvernance absolument, j'ai envie de dire, profondément non, qui n'a pas le moindre souci de la vie des petits Camerounais. Vous savez qui exploite les minerais dans tout l'Est, là? C'est nos députés, c'est nos ministres, c'est nos sénateurs, c'est toute l'élite politique, c'est les hommes d'affaires, en réalité. Avec, évidemment, des prêtres non chinois, etc., etc., parce que souvent, les licences qui sont octroyées par les services, les délégations régionales je vous fais observer que jusqu'ici, d'ailleurs, le ministre en charge est toujours un ministre intérimaire. Il est toujours par intérim. Depuis que Dodo Ndoke, mon excellent ami, est décédé, c'est toujours l'intérimaire qui est là. Le Cameroun, emblème tragique du système de la mine, incarne à merveille le pillage éhonté de ses propres ressources. Les pratiques qui y règnent semblent agir presque par instinct, comme un modèle à suivre pour certains, où l'état patrimonial et ses richesses naturelles deviennent le butin convoité des conquérants. À l'inverse donc, dans d'autres contrées, le modèle rentier s'accompagne d'un état plus visionnaire et redistributeur, se manifestant à travers les larges canaux d'une fonction publique dynamique et engagée. Tandis que certains se livrent à un festin sur les richesses du Cameroun, d'autres bâtissent des fondations solides pour un avenir partagé. Non, ça s'amuse. Il ne peut plus, il est trop tard. Je vous l'ai dit, il ne peut plus. Bon, vous savez très bien que le Cameroun était membre de l'initiative de transparence, ITIE. Il en a été exclu. Et ça, ce n'est pas très bien. Il n'est pas acceptable qu'un gouvernement continue à maintenir le Cameroun dans ce mode de gouvernance décrié avec la marque de l'infamie, de l'exclusion. Il faut attendre l'arbitrage du Premier ministre finalement. Nous, c'est déjà l'interpellation. Le plateau que vous nous donnez, je suis sûr que de nombreux téléspectateurs, parmi lesquels le décideur central, nous écoutent. C'est une indignation. C'est une indignation. Je pense que si le ministre est à la base de ça, qu'il lui remette tout simplement un permis d'exploitation. C'est tout. C'est-à-dire, plutôt que d'allonger indéfiniment une affaire... De suspendre les activités... La relation entre l'abondance des ressources naturelles et la tension géopolitique, ainsi que les conflits qui en découlent, c'est un véritable labyrinthe. La captation et la redistribution des rentes issues de l'exploitation de ces trésors sont-elles les causes profondes ou les conséquences inévitables de la fragilité des États ou même un mélange explosif des deux? Est-ce l'argumentation vertigineuse des rentes qui alimente cette dynamique conflictogène en attisant l'avidité insatiable des acteurs ou est-ce plutôt leur diminution brutale qui déclenche des ressentiments dévastateurs lorsque le partage laisse des miettes de plus en plus dérisoires? Ce dilemme complexe danse sur le fil du rasoir où chaque mouvement peut faire basculer la stabilité dans le chaos. Ce qu'il faut faire dans ce pays, permettez-moi juste cette légère digression, c'est un élément essentiel qui participe de mon argumentaire. Moi, sur le plan du programme, du point de vue de la logique de programme, ma conviction est qu'au moment où nous sommes rendus, en réalité, il faut arrêter le massacre pendant un certain temps tout au moins. C'est-à-dire qu'il faut stopper cette logique d'exploitation absolument sauvage et barbare qui prévaut sur les minerais camerounais. Il faut faire une halte. Il faut faire une halte là-dessus et focaliser d'abord le Cameroun sur, je dirais, un travail d'émancipation qui est un travail sur l'homme. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que laissons d'abord les minerais. Et remettons-nous à exploiter les minerais lorsque le Cameroun aura été réticisé. D'accord. Bon, mais bien sûr, on ne peut pas attendre d'eux qu'ils le fassent.
Focalistus Gentry, dans sa décision, proclame avoir suspendu les activités sur le site de James Avenir, invoquant des risques de troubles à l'ordre public. Cette mesure est prise en application des dispositions de l'article 165 de la loi du 19 décembre portant code minier. La durée de la suspension est fixée à 6 mois avec possibilité de renouvellement, ajoute-t-il. Pour certains spécialistes, il est évident que la refondation tant clamée de l'État n'est rien d'autre qu'une chimère évanescente. À la place, nous sommes témoins d'une course effrénée vers l'enrichissement illicite, un véritable festin au détriment des populations camerounaises qui luttent désespérément pour se procurer un simple repas par jour. Attendez, je crois qu'il faut qu'on se comprenne très bien. Nous avons été exclus des TTE parce que nous, nous avons adopté des méthodes irrégulières d'exploitation. Oui. Lorsqu'on a un exploitant camerounais qui, lui, accepte de respecter la règle, il faut l'encourager. Il faut l'encourager. Parce qu'il vaut mieux un professionnel camerounais qui exploite en respectant les règles, parce qu'avec lui, on peut signer des engagements, plutôt que ces hommes politiques qui recourent à des prêts non, n'est-ce pas, nationaux ou étrangers. Parce que c'est ceux-là qui nous ont fait sortir. Avec tendance de fuite des capitaux. Oui, nous ont sorti de la fuite des capitaux. C'est connexe. Quelqu'un, un opérateur camerounais qui accepte marcher suivant la discipline de nos institutions doit être privilégié. Et je crois que ce monsieur, n'est-ce pas, ce monsieur James, qui, à mon sens, respecte toutes les procédures, il faut lui remettre dans ses droits dans les prochaines heures. C'est plutôt, par contre, tout le reste là, c'est eux qu'il faut suspendre. Sans l'ombre d'un doute, la corruption, devenue le véritable fondement d'une gouvernance dévoyée et d'un enrichissement spectaculaire de nouveaux riches, jette une ombre écrasante sur l'image de notre État, tout en exacerbant la misère du peuple camerounais. Ce phénomène n'est rien de moins qu'un arbre majestueux qui dissimule une forêt dense de problèmes. La pointe émergente de l'iceberg, tandis que la partie immergée menace de nous engloutir dans un abîme vertigineux de désespoir. Il faut que le Camerounais comprenne que nous sommes en situation de lutte. Et que cette lutte, on nous disait, elle doit se faire de façon unie sur tous les fronts. Il y a un nouveau front de lutte qui s'est ouvert, qu'il n'y avait pas à l'époque. Le front médiatique. Et nous devons organiser la lutte à court terme, à moyen terme et à long terme. Olivier donne le long terme. Il dit que le problème, c'est de changer la gouvernance. C'est ça. Mais je parle, Olivier, qu'à court terme, il faut que James s'implique dans la lutte. Moi, je l'ai dit. Jean, c'est du court terme ce que je dis. Le changement de gouvernance, c'est pas long terme. Non, le court terme, c'est demain. Jean. D'accord. Oui, pour. Bon, je dis que ce que James doit faire, c'est ouvrir un fonds médiatique. Venez ici dénoncer 3 groupes. Nous donner la liste des chefs d'entreprise, les 7. Qui sont là. Nous donner les noms des prêtres noms qui sont derrière. Les ministres et les hommes d'État. Parce qu'on va les saccager ici. Parce que vous savez, c'est la mafia. Et la mafia tient sur un pilier essentiel qui est l'opacité et le silence. La loi de l'omerta. La dénonciation fait tomber la mafia. On les dénonce ici. Et il ouvre maintenant le fonds judiciaire. Il demande. Il a épuisé le fonds judiciaire. Non, il n'a pas épuisé. Maintenant, il faut attaquer les hommes qui n'appliquent pas. En tout type personne. Mais Tangobi sait le faire. S'il ne sait pas le faire, je le mets en contact avec mon avocat. Il est là. Il va lui dire comment on fait pour attaquer un ministre de manière à ce qu'il vienne. J'ai humilié le directeur de l'hôpital central Fouda ici. Il pleurait. Il était obligé d'aller corrompre le magistrat. Il était comme un enfant aussi au tribunal. Vous avez trop de... D'accord. Ouais. Non, mais c'est ça qui va nous libérer. La rectification
institutionnel censé être le phare de l'espoir a accouché d'une souris insignifiante, laissant le Cameroun, ce pays de paradoxes saisissant, se débattre comme un poisson hors de l'eau dans les témoignements d'une junte désorientée, tandis que les promesses d'un renouveau résonnent comme des échos lointains. La réalité s'impose avec force. Le paysage politique chaotique où les véritables enjeux se cachent derrière des discours creux. Les citoyens pris dans cette tourmente se demandent avec angoisse si l'aube d'un changement tant espéré, tant entendu, se lèvera un jour sur cette terre qui mérite tant mieux. Cabral a dit qu'il nous reste seulement 2 institutions pour nous sauver, la justice et l'armée. Et troisièmement, je pense qu'il doit ouvrir le fonds administratif qui demande au ministre des Mines officiellement, il vient ici publier ça, que j'ai demandé qu'il nous montre le dossier. Nous on va appeler, on appelait ça au quartier, on shit les gens. On te shit. Et les gens n'aiment pas le shit. Merci pour ça. D'accord, ça fait reculer. D'accord. C'est la façon de lutter qui va nous obliger, qui va nous sauver à la forme extrême, c'est-à-dire la prise des armes. D'accord. Le shit que moi je fais là, c'est pire que les armes. Vous avez promis de ne pas garder. Non, jusque-là, ça va bien. D'accord. Non, je dis que c'est ça. Parce que si on ne fait pas ça, les gens, si on fait ça, les gens reculent, ça nous empêche, ça empêche la jeunesse de penser aux armes. Autre chose.